sur les raisons possibles de ce phénomène. Pas acquise non plus l'adhésion des populations à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le Premier ministre, chef du gouvernement, prescrit l'accélération de la campagne. Nous ferons le point de la réunion de ce mercredi à l'immeuble Étoile. Également dans ce journal, à suivre les décrets portant nomination de responsables au secrétariat général de la présidence de la République. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Trêve de ces folles rumeurs, le doute n'est plus permis. La CAN Total Énergie 2021 aura bel et bien lieu au Cameroun à partir du 9 janvier. Ce mercredi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique évaluait les finitions en cours au complexe sportif d'Olembé pour mettre l'ultime pression à l'entreprise. Vestiaires achevés, les ouvriers mettent à présent la dernière main aux revêtements extérieurs. Germain Noël Essengue étaient nos yeux et nos oreilles à Olembe. Dans 10 jours exactement, l'on finira de tendre les câbles. L'opération est un préalable pour la pose définitive des écailles de Pangola. Les premiers supports des tourniquets sont déjà posés sur l'orientation est du stade. Les différentes salles de l'ouvrage sont déjà prêtes. Ici, c'est l'un des 2 restaurants du niveau 3 qui n'attend plus que sa mise en service. Le stade en compte 9 aujourd'hui. Terminé aussi les skybox qui constituent les espaces de travail pour les hommes des médias. Rien à dire sur la zone présidentielle et de la DGSN, encore moins sur l'aire de jeu et des lits d'éclairage. Pour tout dire, ce qui reste à faire dans ce chantier, ce sont les aménagements extérieurs. Et ce n'est pas le plus difficile. Le chef du projet réaffirme le respect du contrat de livraison du chantier tel qu'il l'a annoncé. Nous restons sur le même planning. Au mois d'août, nous sommes capables d'accueillir un match international en respectant les impositions de la CAF et de la FIFA. Et la livraison de novembre est garantie. Une confirmation plutôt rassurante qui vient conforter l'opinion. Et pour dissiper les atermoiements diffusés ces derniers jours sur les réseaux sociaux, le ministre Narcisse Mouelé-Kombi était face à la presse au terme de son évaluation sur le site d'Olembé. Il rejette catégoriquement ces allégations sur un quelconque report de la CAN Total Énergie 2021 et précise par ailleurs que seule la date du tirage au sort de cette compétition est décalée à la demande de la CAF. Je vous propose d'écouter le ministre des Sports dans un extrait sélectionné par Germain Noël Essengue. Je voudrais, tout en dénonçant cette campagne malsaine, sous fond de fake news, ces dérives et dérapages qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Je voudrais dire qu'il s'agit, pour la plupart de ces publications nauséabondes, de ramassis de poncifs incohérents et inconsistants, constituant des manœuvres dolosives visant à jeter le discrédit sur notre pays en créant en même temps une psychose auprès des fans de football sur une prétendue ou une incapacité supposée de leur pays à relever le défi de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football.
Nous vous donnons rendez-vous immédiatement après ce journal pour l'intégralité de cette commission de communication du ministre des Sports et de l'Éducation physique ce mercredi. Aucune élucubration de mauvaise aloi, aucune rumeur ne viendra donc changer ce fait constant du 9 janvier au 6 février 2022. Le Cameroun va accueillir le plus grand événement sportif d'Afrique et la troisième plus importante compétition de football dans le monde après la Coupe FIFA et le championnat UEFA. Sous l'impulsion du chef de l'État, on l'a vu, le Cameroun a financé des infrastructures de qualité et à 6 mois de cette 33e CAN, le pays peut se dire prêt à accueillir la grand-messe continentale du football. C'est donc un acquis. Le commentaire de la rédaction est signé Serge Fouasgue. Le jeu d'équipe pour contrer le double jeu d'un adversaire visible ou invisible, c'est l'option affichée par le Cameroun dans la dernière ligne droite qui mène au grand moment de célébration de la fête continentale qu'est la CAN. La descente sur le site de Lembe, loin d'être une simple visite de routine, symbolise une fois de plus la détermination et l'engagement d'un pays qui tient à sa CAN. Tenir à sa CAN, c'est d'abord respecter les engagements pris par le premier sportif camerounais, le président Paul Biya. Tenir à sa CAN, c'est éviter les égarements, c'est rester concentré sur l'objectif majeur, offrir à la jeunesse africaine un plateau spécial sur lequel 24 pays, 24 grandes nations de football vont offrir pendant un mois une série ininterrompue d'émotions fortes aux passionnés du foot dans les meilleurs stades construits à cet effet. Tenir à sa CAN, c'est se rappeler que le pays a investi des milliards de francs CFA pour faire de la CAN un autre moment rêvé pour célébrer l'unité africaine à travers le football. Tenir à la CAN, c'est aussi penser aux petits commerçants qui trouvera son bonheur autour des clameurs du stade. Des stades, des hôtels, mais aussi des hôpitaux déjà prêts parce que conçus dans le strict respect des normes internationales. Des infrastructures qui respectent le cahier des charges de la CAF. Reste à peaufiner quelques détails. Le Cameroun n'est ni le premier ni le dernier en la matière et à 6 mois l'échéance, le pays peut raisonnablement sortir le grand jeu, loin du jeu trouble des adversaires qui veulent distraire tout un peuple. Le Cameroun tient résolument à sa CAN, c'est une question d'honneur et de crédibilité. Et le Cameroun qui abrite d'ailleurs très fièrement un événement sportif majeur en ce moment même, c'est la CAN de handball dames 2020. Et ce mercredi, c'était la deuxième journée de cette compétition. À l'affiche, 3 matchs qui se sont joués au Palais Polyvalent des Sports. En levée de rideau à 14h, c'était le Sénégal face à Madagascar et le Sénégal qui bat les Malgaches sur le score de 42 buts à 16. En deuxième rencontre à 16h, l'Angola, tenant du titre, a battu le Cap-Vert sur le score de 39 à 14. En dernière rencontre, tout à l'heure à 18h, c'était la Tunisie qui a battu difficilement la Guinée par 30 buts à 27. Pour les rendez-vous de demain jeudi, 2 rencontres sont à l'affiche. RD Congo contre le Kenya et puis le Cameroun qui va rencontrer le Nigeria. La compétition qui se déroule d'ailleurs, cette CAN de handball, dans la bulle sanitaire mise en place par les officiels pour contenir le Covid-19. Le Covid-19 est également une préoccupation partagée par le gouvernement en réunion ce mercredi pour l'évaluation de la situation épidémiologique et notamment de l'état de la campagne en cours de vaccination. La rencontre présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté visait donc à briser les résistances contre cette campagne de vaccination pour atteindre les quelques 5000 personnes vaccinées dans les tout prochains jours. Nous faisons le point de ces travaux à l'immeuble Étoile avec Laurentine Bokono. Vaccination et réceptivité à 2 vitesses. La stratégie vaccinale se heurte aux doutes et aux soupçons qui rendent réfractaires à la vaccination les populations cibles. De l'intoxication que l'on voit à travers les réseaux sociaux où on fait parler des hommes de science de renom. Dernier exemple concerne le professeur Montagnier à qui on a attribué des point de vue sur le vaccin,
qui sont absolument erronés. Face à ce constat, le gouvernement entend déconstruire les préjugés sur les vaccins. Nous entendons sensibiliser davantage nos concitoyens et les rassurer quant à l'opportunité, voire la nécessité de la vaccination. Malgré les comportements réfractaires rencontrés sur le terrain, le gouvernement s'engage à donner une nouvelle impulsion. 13% seulement de personnes vaccinées à date, l'on entend élargir le spectre de la population cible. Toute personne âgée de plus de 18 ans peut se faire vacciner. Bon à savoir, plus nombreuses seront les personnes vaccinées, plus vite l'on atteindra l'immunité collective tant recherchée pour se débarrasser du vilain virus. Et de 1. Et de 2, lentement mais sûrement, la vaccination tente à devenir une conditionnalité dans le monde pour accéder à un certain nombre de services. Je vous annonçais tantôt cette série de décrets signés ce mercredi 9 juin 2021 par le président de la République. Le premier porte nomination de responsable au secrétariat général de la présidence de la République. Et ce sont donc un article premier sont à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste ci-après conseiller technique Madame Mohamedou né Bilité Aman Djoda, Messieurs Ayem Mogé Jean-Claude, Mkoulou Essomba Jean-Marie, Echou George, Noandongo Adolphe, Ngumo Jean-Pierre Robbins, Awala Wodougué, Ondoa Mbazoa Thomas Didim et Ewane George Nguide, chargés de mission, Mesdames Aïssatou Rachel, Andjongo Né Ebie Mvogo Patricia, Eoussi Né Elige Suzanne Njema, Aoussa Né Brigitte Nkou Bri, Aminatou Alim. Et puis, messieurs Nama Rémi, Nkungu Somo Toukam Jean-Paul, Akola Eka Rigobert, Nganko Firmin Daniel, Wange Christian Toby, Essomba Gabriel et Lafoué Florent Guy, Ndigue et Stéphane, Ngok Evina Jean-François, Tchega Tungé Fred William, Ala Batena Robert, Tar Besson Frambo, Béa Hop Jean Fridolin, Ndo Na Alain Guichard, Manfo Fota Hervé, Tebou Barthélemy, Bala Soaibou. Attaché Mesdames Njampu Bakari, Anding Elingi Gladys Alida, Eton Théorine Blanche, Alimatou Kone Ngu, Ashta Amadou, Etundi Biloa Linda Carole, Orabi Solange, Messieurs Aïssi et Témé Adolphe, Samboga Sitek Guillaume, Lindjom Ibrahim, Eyok Mbak Nestor, Undi Njozen Cyril, Ondo Eban Marcel William, Chumbo Jim Yacinthe, Youssoufa Ousmanou, Andrew Monke Epoulé, Amougou Memka Étienne Léonel, Mboka Mfumu Russell Charlie, Tonga Dieudonné et Réni Sama Bialé. La suite, Bakouba Alain Noé, Olé Lionel Arthur, Ndobo Kouns Placide, Ibrahim Mamouda Makonda Fidèle, Mohamedou Youssoufa. Le prochain décret porte donc nomination des responsables dans les services internes de ce même secrétariat général de la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, sont à compter de la date de signature du présent décret, nommé au poste de responsable ci-après dans les services internes du secrétariat général de la présidence de la République, chef de division, Monsieur Boussoumok Antoine. Adjoint au chef de division, M. Eno Vat John, chef de section de la traduction de la langue française, M. Yigi Pierre Eugène, chef de section de la traduction de la langue anglaise, M. Nsang Henri, chef de section de la traduction des langues étrangères, M. Tiga Roger Auger,
chef de section de l'encadrement de la normalisation et des technologies nouvelles, M. Ewane Peter Aswambe. Et le prochain et dernier décret du chef de l'État porte nomination de responsables dans les services internes du secrétariat général de la présidence de la République et il est écrit sont à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste de responsabilité ci-après, secrétariat des conseils ministériels, secrétaire M. Bechol Hiol, Charité de Bessambe, administrateur civil principal, précédemment chef du secrétariat des conseils de cabinet dans les services du Premier ministre. Chargé d'études, M. Begona Molo Honoré Cédric, administrateur du travail et de la prévoyance sociale, précédemment en service au secrétariat général de la présidence de la République. Monsieur Essome Ekoum Gilles Hervé, administrateur civil, précédemment en service au secrétariat général de la présidence de la République. Madame Mvele Anjembe Charlène, administrateur civil, précédemment en service au secrétariat général de la présidence de la République. Direction de l'informatique, directeur Monsieur Msanga Etundi Serge Ulrich, ingénieur informaticien, précédemment en service au secrétariat général de la présidence de la République. Directeur adjoint Monsieur Zoa Jean, cadre contractuel d'administration, ingénieur en technique de l'information et de la communication, précédemment en service au secrétariat général de la présidence de la République. Direction du courrier présidentiel, directeur Madame Onana Né Etoga Eili Suzanne Teresa Béatrice, conseiller technique, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, précédemment en service au secrétariat général de la présidence de la République. Directeur adjoint, M. Ebongue Soele Ernest Justin Gérard, inspecteur principal de la documentation, précédemment en service au secrétariat général de la présidence de la République. Direction du journal officiel, directeur M. Iyawa Amadama, professeur des lycées d'enseignement secondaire général hors échelle, précédemment en service au ministère des enseignements secondaires. Directeur adjoint, M. Ndjoume Paul, traducteur principal, précédemment en service au secrétariat général de la présidence de la République. Direction des affaires générales, directeur, M. Amadou Sali, administrateur civil, en poste. Imprimerie du Palais de l'Unité, chef imprimeur, M. Mvondo Medjo Marc Valéry, professeur des collèges d'enseignement technique, précédemment en service au ministère des enseignements secondaires. Et pour tous ces personnels nommés, l'article 2e dit les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Et l'article 3e, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Ce sont des décrets signés ce 9 juin 2021 par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ouvrons à présent le dossier de ce soir à la rédaction consacrée au cambriolage en série dans les édifices publics après la Direction générale des impôts à Yaoundé lundi. Hier mardi, c'était le tour du siège du JICAM à Douala. Certes, des enquêtes sont ouvertes après ces deux cambriolages pour découvrir et mettre les auteurs de ces forfaits aux arrêts, mais il faut dire que la recrudescence de ces actes intrigue l'opinion publique. Pour les experts, ce sont là des phénomènes qui ne sauraient être ni anodins, ni le fait du hasard. Oswald Modon. Leurs cibles ne sont généralement pas du menu fretin. Ministères, grandes institutions et bien d'autres édifices publics font ces derniers temps l'objet de cambriolages. Le cambrioleur a besoin de moins de 20 minutes pour mener son action. Mais on est quand même un peu surpris parce que lorsqu'on voit les cambriolages des édifices publics au Cameroun, on peut aller de 2 à 3 étages. Ça crée beaucoup d'interrogations. Du travail méthodique, comme le montre cette vidéo amateur tournée au lendemain du cambriolage à la Direction générale des impôts. De l'avis des experts, un tel déploiement nécessite des complicités internes. On ne peut pas arriver dans un édifice public lorsqu'on ne maîtrise pas la cartographie, les plans de cet édifice.
On a donc besoin des complices internes qui vont faciliter, qui vont indiquer, qui vont orienter et montrer exactement les failles. D'ailleurs, ce phénomène ne saurait relever du hasard, ni même de la simple coïncidence. L'actualité nous fait preuve d'un certain nombre de procédures en cours. L'objectif du cambriolage des édifices publics peut nécessiter ici un besoin de dissimuler ou alors un besoin de soutirer les éléments, les pièces importantes de preuves qui peuvent être utilisées à l'encontre des mises en cause. Il faudra donc attendre les conclusions des enquêtes pour établir toutes les responsabilités. Même si selon les statistiques liées à ce type d'affaires, 95% restent très souvent non élucidés. Des cambriolages innombrables et parfois même des incendies criminels qui remettent à présent en question des dispositifs de gardiennage et de sécurisation, parfois électroniques, de ces bâtiments publics. Et surtout, si on s'arrête un tout petit peu au cas de cet immeuble sophistiqué et flambant neuf de la Direction générale des impôts à Yaoundé, l'immeuble était inauguré, on se rappelle tout récemment, par le Premier ministre, chef du gouvernement. Comment donc considérer le rôle des forces de l'ordre et de ces sociétés de gardiennage dans ces crimes? Question à Franck Evina. Agents de sécurité en poste pour prévenir et gérer les risques de nature intentionnelle ou accidentelle. Représentation diplomatique, ministères, entreprises publiques, organismes internationaux ont fait d'eux les gardiens de leurs locaux. Mais pas que. Ils jouent aussi un rôle de renseignement, d'orientation des usagers dans les services publics. Assurer la veille sécuritaire autour et au sein des édifices publics, une mission qui nécessite un dispositif humain et technique de sûreté à la dimension des menaces de l'heure. Il faut en effet tout prévoir. Malveillance, attentats, incendies criminels, cambriolage. Si certaines sociétés de gardiennage sont parées, d'autres peinent encore à convaincre. Les gens qu'on recrute au quartier seulement et qu'on met dans une société de gardiennage. Il manque parfois de politesse. Donc il faudrait que les directeurs des agents de gardiennage recrutent des gens qui ont un peu de cervelle. Armés, mieux formés et détenteurs de la force légitime, militaires, gendarmes et policiers sont aux avant-postes dans la sécurisation des édifices publics. Mais les cambriolages à répétition de ces derniers temps convoquent quelques interrogations. Faut-il revaloriser les structures de sécurité privées? Doit-on améliorer la police d'assurance? Quid de la moralité de ceux qui installent alarmes, caméras, systèmes de télésurveillance et autres dispositifs de sécurité modernes? Effectivement, pour ces édifices ultra modernes, comme pour vos domiciles, les évolutions du numérique offrent à présent une bonne palette de dispositifs de sécurité susceptibles de prévenir des situations aussi embarrassantes que ces cambriolages, des alarmes anti-intrusion, de la vidéosurveillance et même des GPS contrôlables à partir de vos smartphones. Voici un rappel de ces différents dispositifs avec Martine Noël-Ndengue. Frapper ou sonner, c'est pareil, on ne vous ouvrira pas, du moins pas avant quelques préalables de sécurité. Tout commence dès l'entrée, le filtre prend d'abord la voix de l'interphone. Prochaine étape, le portail coulissant. Quand un usager arrive, il appuie, il communique avec le service de sécurité et s'il a accès au bâtiment, le portillon s'ouvre automatiquement. Avec la société actuelle, les évolutions technologiques musclent les dispositifs de sécurité. Nous avons des alarmes anti-intrusion, nous avons la vidéosurveillance, nous avons des contrôles d'accès et nous avons des GPS. Impossible de déjouer la vigilance des alarmes anti-intrusion au GPS. Les équipements modernes en vidéosurveillance nous permettent d'avoir les images à tout moment, d'avoir une base de données qui nous permet de récupérer la vidéo de tout ce qui s'est passé pendant un temps bien défini. Et nous pouvons aussi nous connecter à distance pour pouvoir recueillir ces informations. S'offrir un tel dispositif a un prix, le prix de la sécurité, surtout par ces temps où les malfrats veillent à la mise à jour de leur logiciel d'opération. C'est à la portée de tout citoyen qui aimerait avoir ne serait-ce qu'un dispositif de sécurité, 100 000 à 2 millions.
L'intelligence automatisée érige des murs de fer contre l'insécurité. Parlons économie à présent avec le forum intergouvernemental Allemagne-Cameroun qui se tenait ce mercredi pour le bilan et les perspectives de cette coopération bilatérale. Pour le bilan, on compte 198 milliards engagés dans cette coopération au cours des 5 dernières années. Les deux pays ont donc résolu ce mercredi de poursuivre cette collaboration pour accompagner le Cameroun vers l'émergence, un engagement pris conjointement par le ministre camerounais de l'économie et par le directeur de la division Afrique centrale au ministère allemand de la coopération. D'autres précisions, Cyril Kinge-Mbepe. La revue a porté sur les pôles santé, développement rural, décentralisation, gestion durable des ressources naturelles et gouvernance. La partie allemande a dit sa satisfaction à l'issue des 5 dernières années. On va continuer la coopération, des défis d'un développement inclusif, d'une bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et aussi d'un dialogue inclusif. En plus de ces pôles, la République fédérale d'Allemagne va participer pour les 5 prochaines années à la création des richesses avec un secteur privé fort. Cette coopération, bien que satisfaisante, mérite d'être élargie au secteur privé qui pourrait donc apporter un tonus beaucoup plus fort à la réalisation des objectifs de développement, de création d'emplois, de création de la richesse. Parallèlement à cette dynamique, nous avons identifié les défis majeurs qui, bien entendu, impactent le processus de développement dans notre sous-région. Il s'agit des crises. Une revue dont les retombées permettent de mieux envisager la marche du Cameroun vers l'émergence avec la transformation structurelle de son économie. Le gouvernement toujours mobilisé pour accroître l'offre en énergie à travers les régions. Cette fois-ci, c'était les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest avec l'enjeu de la construction des lignes de transport d'électricité en Konsamba-Bafoussam. C'est un rappel aux populations de Mélon dans le littoral et dans quelques autres villages de cette région de l'Ouest. Rappel ce mercredi du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundo et Somba. Pour les assurances du ministre aux populations, voici le reportage de Lucrèce Mebenga. Voici l'arbre sacré, objet du blocage des travaux de construction de la ligne de transport d'électricité Nkonsamba-Bafoussam au village d'Ibandongak dans la région de l'Ouest. Les conditions d'abattage de cet arbre meublent les échanges entre le ministre de l'Eau et de l'Énergie et les populations. On va essayer de parler aux populations pour qu'ils comprennent. Parce que quand il s'agit d'abattre cet arbre, c'est un gros patriarche qui part. Et ça nécessite beaucoup de sacrifices. Il faut les riches. C'est un problème d'argent, faire à manger, machin. Dans les 7 jours qui suivent, là, on va travailler. Au village Famla, toujours dans la région de l'Ouest, la ligne de transport d'électricité va traverser une forêt sacrée avec la bénédiction des populations. Le ministre leur en sait gré. À Melon, dans le littoral, la non prise en compte de certaines familles impactées par le projet fâchait. Les pourparlers ont débouché sur des perspectives heureuses. Nous n'avons pas été recensés. Le ministre nous a promis de mettre immédiatement une commission sur pied la semaine prochaine qui va devoir nous prendre en compte et pour évaluer tout ce qui a été détruit dans nos parcelles. Nous sommes satisfaits. À chaque étape, le ministre de l'Eau et de l'Énergie se fait le devoir de rappeler l'enjeu du projet. Porter l'offre énergétique dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest de 90 000 volts à 225 000 volts. La 109e session de la Conférence internationale du travail est en cours depuis le 3 juin et ce jusqu'au samedi 19 juin à Genève en Suisse. Les travaux se tiennent par vidéoconférence. Et pour le Cameroun, ce mercredi, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a pris la parole pour présenter les actions menées par son pays pour lutter contre le Covid-19 dans le milieu du travail. Marlise Eno-Ambarga à Oumou pour la synthèse.
Le diplomate turc est venu toucher du doigt les œuvres des artisans camerounais exposées au Centre international de l'artisanat de Yaoundé. Sous le guide du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, son Excellence Volkan Isiktish a apprécié l'esprit créateur des artisans, fait à base de matériaux locaux tels que le bois, le baume issu des écorces d'arbres, le tissu, les perles et la pierre. Le secteur agroalimentaire retient également l'attention du visiteur de luxe. Le secteur peut compter sur l'expertise turque. L'artisanat et les PME sont très importants pour une dynamisation d'un pays. Il faut seulement des matières premières et de la capacité de formation pour ça. On a une connaissance dans ce domaine-là. On est prêt à partager ces connaissances. La visibilité de l'artisanat camerounais sur le plan international se précise à travers la coopération turco-camerounaise. Il s'agit de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, qui est celle de promouvoir l'artisanat, le rayonnement de l'artisanat camerounais. Nous pensons qu'il serait aussi possible de renforcer par la création d'un centre de production ici au Centre international de l'artisanat. L'apport de la Turquie dans ce secteur ne fait l'ombre d'aucun doute dans les tout prochains jours au Cameroun. C'était plutôt le reportage de Étienne Pascal Azegue sur ces assurances du gouvernement turc à travers son ambassadeur au Cameroun, assurance pour soutenir l'artisanat au Cameroun. Parlons donc et revenons à cette 109e session de la Conférence internationale du travail qui est en cours à Genève en Suisse. Les travaux se tiennent par vidéoconférence et ce mercredi, le ministre Grégoire Oona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, s'est exprimé au nom du Cameroun pour présenter les actions menées par son pays pour lutter contre la pandémie du Covid-19 dans le milieu du travail. Marlise Enoambarga Aoumou, je l'espère cette fois-ci. Déjà plusieurs mois que la pandémie à coronavirus menace le monde. Des moments difficiles pour employés et employeurs qui ne cessent de multiplier des stratégies pour joindre les deux bouts. Le gouvernement camerounais a pour cela mis en place des mesures pour atténuer les effets néfastes de cette pandémie. Toutes ces mesures sont donc présentées par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale lors de sa prise de parole ce mercredi. Face à la menace liée au Covid-19, la République du Cameroun a immédiatement mis en place une stratégie de riposte gouvernementale qui a notamment permis de renforcer les dispositifs de santé et de sécurité au travail. Autre disposition d'accompagnement, l'augmentation des allocations familiales, la suspension de 3 mois de cotisation CNPS, entre autres. Les questions d'emploi, de sécurité sociale et dialogue social sont aussi abordées dans l'exposé du ministre du Travail. Le Cameroun fonde un grand espoir dans la synergie d'action menée dans le cadre de la coopération internationale pour limiter les effets socio-économiques de la pandémie dans le monde du travail et dans les pays membres de l'OIT. La session parlementaire du mois de juin, ouverte hier mardi sur les chapeaux de roue, déjà les premiers textes sont sur la table des sénateurs. La Chambre haute du Parlement recevait effectivement ce mercredi 3 projets de loi de ratification issus de la présidence de la République et parmi ces textes, le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 26 mai 2021 qui modifie et complète certaines dispositions de la loi de finances 2021. Mathieu Kemgo. Très attendu, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances 2021 a été jugé recevable à la conférence des présidents avant d'être communiqué en plénière à l'ensemble des sénateurs. Les membres de la Chambre ont lu dans l'exposé des motifs que cette ordonnance vise principalement le relèvement du plafond des emprunts non concessionnels du budget de l'État de 300 milliards à 750 milliards de francs CFA. Les sénateurs ont ainsi appris que par cette opération, le gouvernement vise le rachat partiel ou total de l'eurobond en cours dans l'optique d'améliorer la marge budgétaire par un reprofilage de la dette. Le deuxième projet de loi autorise le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre le Cameroun et la Suisse au sujet de la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services.
En lisant l'exposé des motifs, les sénateurs ont compris que le Cameroun et la Suisse veulent ainsi renforcer les liens d'amitié et de solidarité qui les unissent. Le dernier texte porte sur l'accord de partenariat économique bilatéral entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. Il vise à booster et développer les relations commerciales entre les deux pays, ceci après le Brexit qui marque la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ces projets de loi seront défendus en commission par les membres du gouvernement concerné avant leur adoption en plénière. La consolidation du processus de décentralisation à travers les régions et les premières sessions ordinaires de ces conseils. Pour le Sud, c'était ce mardi un conseil ordinaire essentiellement consacré à l'examen et au vote du budget. Des assises présidées par Emmanuel Mvé Elemva, c'est le chef de l'exécutif régional, et c'était en présence du gouverneur Félix Ngelengele. À Ebolova, retrouvons Christelle Blondel-Abia. La rencontre s'est voulue un moment d'échange constructif à même de mieux aider les conseillers régionaux à cerner les contours et les enjeux de la décentralisation. Le président du conseil régional ne manque pas de relever le caractère essentiel des contenus de ce séminaire. Nous avons ressenti la nécessité de mettre à bon niveau les connaissances de l'ensemble des conseillers afin qu'ils s'approprient de manière claire et profonde les enjeux de la décentralisation. Nous allons faire un rapport, un rendu de tout ce que nous avons dit. Pour étayer la thématique centrale portée sur la régionalisation, vecteur de progrès social et économique inclusif et durable durant les travaux, 2 modules ont fait l'objet des exposés durant la rencontre. Ils sont donc des conseillers régionaux mieux outillés au moment où le bateau de la décentralisation amorce sa vitesse de croisière. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Le coronavirus à combattre également dans le milieu sportif. Le cas de la Coupe d'Afrique de handball senior dames ouverte à huis clos à Yaoundé, une prescription des protocoles sanitaires retenus pour cette compétition. Et nous reparlons de ces protocoles ce soir avec Évariste Eyenga que nous retrouvons au centre des urgences, des opérations d'urgence de santé publique à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle. La bulle sanitaire n'était qu'un aspect de ce protocole assez strict de la Confédération africaine de handball. D'autres aspects aujourd'hui, s'il y a cas positif, pour les cas asymptomatiques, il est prescrit un isolement dans les hôtels, mais dans des chambres des chambres différentes avec suivi du personnel médical. Mais s'il s'agit d'un cas positif, symptomatique, il est immédiatement extrait de la bulle pour être référé vers le site de prise en charge, en l'occurrence Orca pour le cas de Yaoundé. Et là-bas, il y a un suivi selon les prescriptions mises en place par les autorités sanitaires du Cameroun. Évidemment, il y a une équipe médicale qui est déployée immédiatement dans la bulle pour matérialiser la zone infectée, la désinfecter et interdire l'accès à toute autre personne faisant partie de cette bulle. Les cas contacts également sont répertoriés pour un suivi médical. Autre aspect de ce protocole, et c'est le plus difficile pour le public camerounais, les matchs se jouent à huis clos. Pas d'accès au palais polyvalent des sports, évidemment. C'est pour ne pas briser cette bulle. C'est pour garder à distance les personnes étrangères dont le statut Covid est ignoré, positif ou négatif. Alors,
pas d'accès au palais polyvalent des sports. Cela pose problème à plusieurs acteurs, aux administratifs, à certains organisateurs locaux également qui aimeraient interagir avec les personnes, les acteurs sur le terrain. Et donc il y a une négociation en vue entre la Confédération africaine de handball et la Fédération camerounaise de handball, les autorités sportives du Cameroun aussi, afin qu'ils soient admis une jauge, peut-être un pourcentage de 20 ou de 40% d'accès au palais polyvalent des sports. Ça va peut-être pour la deuxième étape de la compétition. Voilà les différents protocoles assez stricts de la Confédération africaine de handball. En raison du Covid-19. On le comprend, Évariste, et on s'y habitue de toute façon désormais. Le Cameroun se joint au reste du monde dans ce moment pour célébrer la 3e semaine internationale des archives sous le thème « Renforcer les archives en situation de crise pour une meilleure gouvernance ». Ainsi donc, du 7 au 11 juin, les professeurs de ce domaine pour les archives et la conservation du patrimoine national vont exposer les avancées de tous ces systèmes au Cameroun. L'événement est placé sous l'égide du ministère des Arts et de la Culture. Je vous propose d'entendre ici le ministre Bidongpat sur les avancées du Cameroun dans ce domaine. C'est un extrait sélectionné par Barbara Padjama. Le projet de réhabilitation et d'extension des archives nationales et de son annexe de Boya, en cours de réalisation, l'activation depuis janvier 2021 du comité interministériel chargé de la restructuration des archives nationales au Cameroun, la signature des conventions entre les institutions publiques et les archives nationales sous la coordination du ministère des Arts et de la Culture marque désormais la prise en main de l'organisation et du contrôle du patrimoine archivistique national. 25 hauts cadres de la Sûreté nationale et de la gendarmerie viennent d'achever une formation sur la sécurité routière, plus précisément sur la prévention, le contrôle et la répression, un séminaire de renforcement des capacités qui se tenait au campus de l'EIFORCE ici à Aouaé, banlieue de Yaoundé, et c'était le fruit de la coopération entre l'Union européenne et la sous-région Afrique centrale. Des travaux supervisés par le docteur Cécile Oyono, c'est le directeur général adjoint de cette école internationale des forces de sécurité. Caresse Essiane de CRTV News fait le point. Briser la spirale accidentogène sur les principaux axes routiers du pays et les corridors de la sous-région. Mission reçue par ces 25 hauts cadres de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale. La vitesse, l'alcool, les produits stupéfiants, les refus de priorité, les dépassements dangereux. Ils doivent lutter principalement et prioritairement contre ces fléaux que sont ces infractions graves et génératrices d'accidents. Le séminaire de 5 jours leur a donné les armes adaptées aux enjeux sécuritaires de l'heure. Ce stage va nous permettre non seulement de juguler le problème de la circulation ainsi que les accidents de la route vont être diminués par notre action. Entre 2011 et 2017, les accidents de la route ont fait plus de 7200 morts au Cameroun. Fort de ce bilan létal, Cécile Oyono, le directeur adjoint de l'EIFORCE, qui a présidé la cérémonie, leur a prescrit de faire des axes routiers, des espaces où il fait bon circuler. Direction la ville de Maroua dans l'extrême nord où la gestion des déchets ménagers préoccupe les autorités municipales. Le maire de la ville est ainsi allé évaluer la situation au centre de traitement des déchets de la société en charge de l'hygiène et de la salubrité. Voici ces constats dans ce domaine, dans ce reportage de Abdoulaziz Amadou à Maroua. Bâti sur une superficie de 43 hectares, le centre de traitement des déchets situé à l'entrée sud de la ville de Maroua, précisément à Yonkole, est la destination finale de tous les camions de la société d'hygiène et de salubrité du Cameroun. Ici sont enfouis depuis août 2008, date d'ouverture du centre, plus de 625 000 tonnes de déchets collectés dans la ville de Maroua. Nous procédons régulièrement à la dératisation, à la désinsectisation du site ainsi que du village. Nous procédons également à l'analyse des eaux de la nappe phréatique
pour permettre de savoir exactement qu'est-ce qui en retomberait au cas où les eaux sont souillées. Donc nous prenons toutes ces dispositions pour assurer une meilleure qualité de vie aux riverains. À ce jour, l'entreprise exploite seulement 30% de l'espace réservé au centre de traitement et les populations à la recherche des parcelles de terre se rapprochent davantage de ce site, pourtant dangereux pour leur santé. Le maire de la ville de Maroua, descendu sur le terrain, tire la sonnette d'alarme. La distance requise officiellement entre les habitations et le centre de décharge est d'environ 300 mètres. Mais je me suis rendu compte que les habitations vont vers le centre de traitement des déchets. Nous devrions avoir de manière urgente une rencontre avec ces populations-là pour leur montrer le danger en habitant dans cette zone-là. Le premier magistrat municipal de la ville invite l'entreprise à passer du traitement à la transformation des déchets. Il faut passer vers un traitement avec, n'est-ce pas, des laboratoires spécialisés, parce que l'économie également repose sur le traitement de ces déchets-là pour la production des pavés, pour la production de beaucoup d'autres intrants. Nous allons procéder à l'acquisition d'autres espaces sur le même site pour donc favoriser l'implantation des laboratoires dédiés, n'est-ce pas, au traitement des déchets. L'objectif ici est de mettre les populations à l'abri du danger et de protéger l'environnement. Saham Assurance devient Sanlam. La compagnie vient de changer sa dénomination. La nouvelle identité était dévoilée à Yaoundé au cours d'une conférence de presse présidée par les directeurs généraux des deux filiales. Ariel Olivia Meboué de CRTV Centre. Ce changement de dénomination, à savoir Sanham pour Sanlam, donne naissance à un groupe de services financiers panafricains à même d'offrir une gamme complète de produits à la clientèle des particuliers et des entreprises. Le nouveau propriétaire de ce qui était le groupe Saham hier, c'est le groupe Sanlam. Donc il y a forcément une identité visuelle qui doit changer. Et le changement aussi, c'est pour s'arrimer à un assureur, à un groupe panafricain de renommée mondiale et à un puissant groupe qui apporte des nouvelles façons de faire, tout simplement. Les domaines d'expertise du groupe incluent l'assurance vie et non-vie, l'ingénierie financière, la retraite, les investissements et la gestion du patrimoine. Cette opération de rebranding est donc porteuse d'un potentiel de création de valeur pour les clients, ainsi qu'une source de croissance des activités fondées sur les synergies groupes et une expérience séculaire. L'intérêt du groupe Sanlam, c'est porté sur le groupe Saham, d'abord par la compétence et la qualité de ses ressources humaines, dans un premier temps, et dans un second temps également pour son implantation. Un cocktail pour annoncer ce changement de dénomination a été organisé dans la ville de Douala. Au cours de ce dîner, il ressort que l'offre de services va connaître des améliorations. On a la chance au Cameroun d'avoir deux entités, une entité qui va distribuer des produits d'assurance vie pour accompagner les gens, tant sur la partie difficile qui sont les décès, mais également sur la partie capitalisation, la prévoyance pour leur retraite. Et nous avons également une autre société qui va s'occuper des risques du quotidien, les multirisques habitation, l'automobile principalement, mais aussi qui va accompagner les PME, les grandes entreprises dans les risques industriels. Avec son nouveau visage, la firme a désormais un challenge, celui de relever la marque à travers ses valeurs. Avant de refermer ce 20h30, je signale ces deux télégrammes officiels de condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé pour le premier à son homologue Muhammadu Buhari, le président de la République fédérale du Nigeria, et c'est suite aux attaques par des bandes armées dont ont été les cibles plusieurs villages d'éleveurs dans ce pays-là. Le deuxième message de condoléances présidentielle s'adresse à son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, suite au bilan humain extrêmement lourd pour ces attaques perpétrées par des groupes terroristes
au Burkina Faso donc. La fin du 20h30, on retient essentiellement que c'est un acquis. Le Cameroun va accueillir la CAN Total Énergie 2021 dès le 9 janvier prochain et tout est fin prêt pour ce grand événement continental. Vous allez retrouver l'intégralité de cette communication du ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'était ce mercredi, Narcisse Mouele-Kambi en visite sur le site du complexe sportif d'Olembe. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Marlise et Noambarga Aoumou et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal tout à l'heure à minuit, présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.